je vais maintenant passer la parole à mon voisin de gauche qui me surveille du coin de l'œil, François Périlleux, qui est un dangereux récidiviste. Il est déjà venu plusieurs fois ici. Il est le chef de la police criminelle de Liège et c'est donc un grand praticien de la police. Et il a accepté de nous parler un peu des rapports avec la presse parce que dans ce domaine, comme tant d'autres, bon, il y a toujours eu, on l'a dit tout à l'heure, Michel Carly l'a rappelé, bon, les journalistes allaient dans les commissariats, mais enfin, c'était un tout petit monde. Tout le monde se connaissait, on savait ce qu'il fallait dire, ce qu'il fallait taire. Aujourd'hui, avec les nouveaux médias, Internet et la diffusion immédiate de l'information, il est évident que pour la police, comme pour d'autres administrations ou les politiques, c'est un élément à intégrer dans l'équation et on aimerait entendre François Périlleux sur ce sujet. François. Alors merci. C'est vrai que la presse et le monde judiciaire, d'une certaine manière, c'est un vieux couple. Voilà, on connaît ça depuis toujours et somme toute, on a besoin les uns des autres, d'une certaine manière. Alors besoin pour le fonctionnement normal et quotidien, besoin de manière un peu moins élégante dans certains cas. Certaines années, on a eu mon ami Lucien Aimé Blanc qui est venu ici dévoiler quelques-uns des procédés et qui prétendait, notamment en France, parmi d'autres, faire partie des premiers flics de France. Ce n'était pas dû forcément uniquement à son grade, à sa position, ni uniquement aux enquêtes brillantes qu'il a menées. Il y en a d'autres qui l'ont fait aussi, mais il est clair que dans tout ça, il y a, bien entendu, pour arriver à ça, non pas du tout une manipulation, mais en tout cas une forme de semi-partenariat avec des gens de la presse. C'est pas possible autrement. Mais maintenant, c'est le témoignage aussi d'une époque qui est largement révolue. Cette époque, elle est révolue, on le voit bien, si on se rappelle, voilà le vieux film, je crois que c'est Quai des Orfèvres, avec Louis Jouvet, où on voit dans une affaire criminelle les gens au Quai des Orfèvres qui sont là, les journalistes qui sont dans les escaliers en train de se bousculer en attendant. C'est quelque chose qui est devenu absolument inimaginable aujourd'hui, ne fût-ce qu'en termes de sécurité. Bon, voilà, il y a les bureaux qui sont là, sans aucune protection, c'est quelque chose d'impensable, bien entendu. Donc, vieux couple, on s'aime et on se déteste, bien entendu. On s'aime pourquoi? Parce que lorsque un service de police réussit une affaire, elle a envie qu'on valorise un petit peu le travail qui fut fait. Mais surtout, les dérives, elles sont facilement présentes. Je ne vous cache pas qu'en Belgique, on a réglementé ça depuis ce qu'on appelle en 2000 la loi Franchimont, du nom du professeur d'université qui a concocté le projet de loi voté au Parlement. Cette loi Franchimont qui donne un certain nombre d'avancées dans le code d'instruction criminelle, d'évolution, au rang desquels on trouve les rapports avec la presse. Ce qui veut dire qu'à partir de 2000, il n'est plus question pour des policiers d'avoir le moindre rapport avec la presse d'une manière générale. C'est cadré par la loi, c'est devenu interdit. Je parle de fond d'un dossier. Il est clair et net que, par exemple, sur l'organisationnel, moi, il m'est arrivé fort régulièrement, Christian Beaupère, qui vient chaque année ici aussi, d'accepter une interview sur les forces qu'on a mises pour tel ou tel événement, pour telle enquête, bien entendu. Dire qu'on travaille, dire des propos un peu roudoudou, mais sur le fond du dossier, il n'est pas question de dire quoi que ce soit. Le juge d'instruction non plus. Seul le ministère public a le droit, de par la loi, de communiquer sur le fond d'un dossier avec la presse. Donc voilà, il y a des avancées qui cadrent bien entendu tous ces rapports. Donc vous voyez qu'en Belgique, il n'y a pas que Dodo Lasso au mur, le Manical Pis, ni non plus l'équipe nationale belge. Mais là, c'est un sujet peut-être sensible sur lequel on ne va pas venir parce que je crois savoir que ça ne s'est pas bien passé la dernière fois à Paris. Alors, moi, je vais pas faire une étude sociologique sur le problème, mais venir peut-être un peu au ras des pâquerettes et un petit peu parler du quotidien. Alors, c'est vrai que ça a beaucoup changé, beaucoup évolué, mais ce qu'on appelle un peu dans notre jargon les faits diversiers, donc les gens qui écrivent et qui rédigent sur les faits divers qui intéressent le public, bien entendu. Il intéresse le public pour des raisons évidentes, parce que ce qu'on fait au cœur de la préoccupation des gens, que ce soit les grandes enquêtes criminelles, il n'y en a pas tellement,
Des enquêtes criminelles qui touchent, alors là, je reviens à Michel et à notre bon Simenon, où on est au ras des pâquerettes et où on est sur la préoccupation, sur le drame, sur les gens qui ont franchi la ligne. Ça, c'est notre quotidien à la crime. Les grandes enquêtes, voilà, comme voilà, où il y a eu de multiples voilà, des systèmes mafieux qui ont assassiné des personnes, ça existe, on en a fait beaucoup. Des choses majeures qui touchent par exemple comme l'affaire Coles, dans laquelle on a travaillé il y a quelques années, c'est-à-dire l'affaire Coles, c'est un ministre d'État qui s'est fait assassiner avec évidemment des relents et communautaires en Belgique et politiques et des grands courants d'argent. Il est clair que ces enquêtes-là, elles sont menées aussi. Mais si on veut faire une balance avec notre quotidien, eh bien, le gros pourcentage, ce sont des enquêtes qui frappent un peu tout le monde, des gens qui, somme toute, sont comme vous et moi, mais qui intéressent terriblement le grand public. Exemple très concret. La semaine prochaine passe en cour d'assises de Liège le dossier d'une infirmière de profession qui a tué ses 2 enfants majeurs handicapés, qui avaient un handicap qui, lui, n'était pas majeur, mais qui était quand même assez important. Enfants d'une 20aine d'années. C'est un fait divers assez triste, dramatique, et la question est, mais qu'est-ce que ça vaut, ça? Combien ça va peser en cour d'assises? Est-ce que ça vaut un acquittement? Est-ce que ça vaut une perpétuité? Et en fonction de la sensibilité des uns et des autres, vous allez peut-être dire, ah, mais non, une maman qui fait ça, c'est inacceptable. Ça doit être sanctionné d'une peine majeure. En fonction de ce que votre vécu personnel peut être, vous allez dire, oui, mais il faut peut-être réfléchir à la manière, pourquoi a-t-elle fait ça, dans quelles conditions, comment, pourquoi. Et ça, c'est notre vrai boulot, c'est d'essayer de comprendre et de monter un dossier pour que la personne soit jugée pour ce qu'elle a fait, pas plus, pas moins. En l'occurrence, évidemment, ce n'est pas très important dans le propos aujourd'hui, mais en l'occurrence, cette personne se trouvait dans une situation où elle a estimé qu'elle n'avait pas d'autre issue, alors même qu'une frange de la famille estimait que les enfants étaient tout à fait en état de vivre dans des bonnes conditions et qu'ils ne méritaient certainement pas de mourir. Donc c'est un sujet de société qui est intéressant et qui va évidemment intéresser la presse. Est-ce que c'est gênant pour nous qu'on en parle? Est-ce que c'est gênant pour nous que la presse voilà, vienne essayer de connaître les dessous du dossier? Non, c'est tout à fait logique et c'est tout à fait compréhensible. Il y a parfois un peu de pression quand on travaille sur ces dossiers-là, mais ce n'est pas du tout un problème. On a eu, il y a quelques mois maintenant, et peut-être que les Liégeois se souviendront de ça, un médecin très connu sur la place, qu'on retrouve à l'état de cadavre, chez lui, en slip, enchaîné les mains dans le dos, pas enchaîné, menotté les mains dans le dos, dans des conditions très particulières. La famille qui le découvre dit il a fait l'objet d'une agression, ce sont des crapules qui ont fait ça, il faut absolument qu'on trouve les auteurs, ce qui est bien légitime. Et donc l'enquête démarre, enquête criminelle tout à fait classique, descend de laboratoires de police scientifique et autres, etc. Je fais le raccourci pour vous dire qu'en définitive, on s'est aperçu que lui, c'était un type qui, et je ne trahis rien ici puisque c'était largement dévoilé dans la presse, c'était un type qui avait un certain type de fantasme et qui a fait ça seul. Ça veut dire que, en fait, il s'était menotté lui-même seul, ce n'était pas la première fois qu'on a pu l'établir. Vous me direz, oui, mais se menotter, c'est bien facile, mais se démenotter, alors là, il faut le faire. Alors là, effectivement, il y avait un mystère très important. Comment pouvait-on imaginer que quelqu'un seul, dans un local fermé à clé de l'intérieur, comment pouvait-on imaginer qu'il puisse se démenotter? Parce que je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà été menottés, je ne le souhaite pas, peut-être, mais enfin, on ne sait jamais. Hein, il y a eu des gens non respectables qui sont venus ici quelques fois et qui étaient étonnés de se retrouver ici. Et donc, les mains dans le dos, c'est très difficile, d'autant plus que les clés de menottes modernes, c'est très petit. Et en définitive, en cherchant suffisamment longtemps, on a retrouvé pendu, une ficelle venant du plafond, une clé usinée pour qu'elle soit beaucoup plus longue, pour qu'il puisse, avec des doigts assez fins, réussir à se démenotter. Mais ce qui s'est passé, il a eu un accident cardiaque à un moment donné, et il meurt dans ces conditions-là. Alors, ça, c'est un fait divers, somme toute, triste, tragique, qui a fortement intéressé la presse, parce qu'au départ, on part sur une affaire criminelle avec des extérieurs qui ont fait une agression sauvage.
Ce qui s'est passé maintenant, c'est que le portrait qu'on a fait de ce type qui était un type brillantissime, praticien connu, pilote d'avion, qui faisait partie de plusieurs cercles assez prestigieux. Et puis, à un moment donné, tout ça a été dévoilé dans la presse, ce qui n'est pas scandaleux en soi, parce que bon, les choses étaient vraies. En revanche, la manière dont la presse a couvert l'histoire, c'est-à-dire les parties, je ne sais plus le titre exact, mais enfin, ce n'était pas les parties sadomaso, mais enfin, c'était quelque chose qui était particulièrement déplaisant et qui était à la limite ou à la lisière de la pédophilie, ce qui n'en était absolument pas question. Donc c'est vrai qu'il y avait un peu du sadomaso, encore qu'en le faisant soi-même, je ne sais pas quel est le terme exact pour un psychiatre, mais en attendant, voilà une situation où le type s'est retrouvé massacré dans la presse. Lui, ça ne faisait plus trop de dégâts, mais pour sa famille, on imagine bien le drame. Et aussi, on a eu une pensée émue, mais enfin ça, c'est juste le clin d'œil. Mais pour celui qui a fait son hommage funèbre, évidemment, ça ne devait pas être très facile avec les sourires des uns et des autres. Mais enfin, la vie et la mort sont comme ça. Au début de ma carrière, quand je suis arrivé jeune flic à la PJ de Bruxelles, j'ai eu la chance de participer à l'arrestation de François Besse. Alors François Besse, je ne sais pas si certains s'en souviennent encore, bien entendu ici, c'était un petit gars de Bordeaux, de Cognac au départ, et puis il fut le lieutenant de Messrine. Alors cette arrestation-là a bien entendu intéressé la presse locale, la presse française et autres, parce que c'était une star du banditisme à l'époque. Mais c'est surtout ce qui s'en est suivi qui a intéressé la presse. Pourquoi? Parce qu'il a fait une évasion. C'était le roi de l'évasion, lui. On l'appelait l'anguille, si certains s'en souviennent. Et il a réussi à s'évader dans des conditions assez rocambolesques du palais de justice de Bruxelles en prenant en otage, lors d'une séance du chambre du Conseil, en prenant en otage le président du tribunal. On avait collé avec des scotch en dessous du siège où il était assis pour entendre la suite de l'évolution de son procès. Il a réussi à prendre l'arme, sauter au-dessus du banc du président, prendre le président en otage, s'enfuir sur une moto de grosse cylindrée. Ceci a de l'intérêt, pourquoi? Mais parce que c'est son avocat, Maître Grain-d'Orge, et ça a donné lieu à un procès extrêmement retentissant en Belgique, qui a été accusé de complicité dans l'évasion. On imagine bien, évidemment, c'est un cas suffisamment rare. L'avocat qui a été blanchi d'ailleurs par la suite, il a été acquitté, mais ça avait fait des gros titres. Alors à partir de là, c'est la première fois dans ma vie que j'ai senti une pression extraordinairement forte de la part de la presse, où on n'était plus dans la description, comme le petit Simenon le faisait quand il faisait le tour des popotes et des commissariats. On était là, alors avec des journalistes qui voulaient avoir une tonalité différente, avec une pression alors terriblement autre. Dans le même ordre d'idée, on a eu il y a quelques années la disparition de Stécie et Nathalie. Alors Stécie et Nathalie, c'était deux petites liégeoises qui disparaissent dans des conditions assez tristes et qu'on retrouvera 10 jours plus tard, après une enquête vraiment difficile, à l'état de cadavre dans un endroit extrêmement improbable. Et là, pour une raison parfois qui m'échappe, parce que quelquefois, on s'aperçoit que la presse populaire s'intéresse, parfois la presse de fond s'y intéresse aussi pour des raisons sociologiques, mais là, la presse populaire s'intéresse parfois de manière étonnante sur des faits divers, somme toute tragiques, assez tristes, mais qu'il y a une sorte de disproportion et d'entraînement dans tout ça. Et donc, lorsqu'on a retrouvé les corps de ces deux petites, je me rappelle très bien de la conférence de presse qui fut faite par le procureur de Rouen, mais aussi par quelques-uns des responsables d'enquête, plus quelques autres personnes, on avait l'impression que c'était l'arrivée d'Obama à Bruxelles. C'était une foule de micros, pratiquement du monde entier, en tout cas de toute l'Europe. Et c'était vraiment tout à fait surprenant et assez vif, mais pas forcément contrariant. Pas forcément contrariant, mais ça veut dire que cette enquête-là, nous avons subi une pression qui était vraiment violente. Alors, je vous explique en 2 mots. Pas l'enquête parce que ce serait beaucoup trop long, mais on a beaucoup, pour cette enquête-là, travaillé évidemment comme on le fait d'habituellement, parce que j'aime bien l'idée selon laquelle nous, les flics d'enquête, on n'est pas des génies, mais nous sommes des bosseurs. J'entendais avec beaucoup d'intérêt tout à l'heure ce qu'on disait à propos des journalistes et ce que ces gens doivent subir quelquefois et travaillent dans des conditions pas toujours faciles. Ce qu'on fait aussi, c'est du travail. Il n'y a pas un coup de génie qui vous apporte la solution.
parce qu'il faut l'établir sur le plan judiciaire. Alors, quelques exemples très concrets dans ce dossier-là, avec les avancées scientifiques. Ça mériterait peut-être que d'ailleurs les causeries se penchent peut-être un jour sur les avancées scientifiques, parce que c'est vrai que du temps de Maigret, il y avait la médecine légale, c'est comme maintenant, le principe de Locard, c'est comme maintenant, tout ce genre d'avancées-là. Mais entre-temps, il y a eu tellement d'autres choses. Quand je vous parle du principe de Locard, il a été cité tout à l'heure par Michel Carlier. Locard, c'était un scientifique qui a donné ses lettres de noblesse au début du siècle dernier et des grandes avancées à la science. Le principe de Locard, c'est quoi? C'est dire que lorsque quelqu'un entre sur une scène de crime, inévitablement, il va laisser des traces. Et de lui-même, il va emporter des traces. Alors les traces, c'est ce qu'on connaît, c'est les empreintes digitales, les traces de pieds chaussés, des traces de sang, des traces de tout ce que de couleur, ce que vous voulez. Mais il y a celles qu'on ne voit pas. Et là, c'est ça les avancées scientifiques. On parle de l'ADN. Oui, mais l'ADN, ça ne se voit pas. Ça se travaille. L'ADN, ça ne peut être utilisé que si c'est prélevé dans certains types de conditions bien précises. Sinon, il est évident que le conseil des personnes vont très légitimement le contester, etc., etc. Dans ce dossier-là, on a eu pas mal d'avancées scientifiques, notamment sur l'examen des caméras, notamment sur l'examen des fibres. Alors là, c'était une terrible avancée scientifique. Le transfert des fibres, ça veut dire que lorsqu'il y a un contact entre deux tissus, eh bien, il y a forcément un transfert. Ce jour-là, sur une des culottes d'une des petites filles, on retrouve des traces d'un jean bleu indigo. Et on sait que notre suspect a un jean bleu indigo. Ça n'en fait bien entendu pas un coupable. Il y avait ce qu'on appelle des traces secondaires. Ça veut dire qu'on a pu établir que le jean bleu indigo était lui-même porteur de fibres de couleur rouge très très particulière. On a fait des études assez sophistiquées pour essayer de retrouver d'où venaient ces fibres rouges, et on a pu démontrer que peu avant d'enlever les gamines, il avait eu des rapports sexuels avec son ami à lui sur une couette qui avait des fibres de couleur rouge tout à fait de cette texture particulière, en ce qu'on appelle un transfert secondaire, c'est-à-dire beaucoup moins. Eh bien, statistiquement, ça fait exploser la probabilité, mais ça n'en fait pas un coupable. De la même façon, on a trouvé dans la poche de son jean, on a trouvé de son jean à lui, alors qui fut saisi lorsqu'on l'a arrêté, des traces de végétaux. Ces traces de végétaux, on a pu démontrer qu'ils venaient d'un endroit très précis, cet endroit très précis où on a retrouvé les corps. De la même façon, les corps, on les retrouve dans un petit cours d'eau, après des recherches assez complexes, dans un petit cours d'eau, plus exactement un petit filet d'eau qui est régulé par une vanne électronique de la compagnie liégeoise des eaux. On a pu démontrer que les corps ont été plongés à un moment donné parce que la vanne électronique a enregistré une variation de température, une variation de volume. Il a fallu, bien entendu, étudier ça. On a fait des tests avec des sacs lestés de sable du même volume, du même poids, pour démontrer que la variation était bien celle-là. Et mis en rapport avec le fait que notre suspect avait été vu à un moment X, c'est-à-dire à 5 heures du matin à proximité de l'endroit, tout ça n'en fait pas, bien entendu, un coupable, mais tout ça donne statistiquement, évidemment, mais ça explique aussi, surtout, à quel point notre métier devient technique. De la même façon, on a pu retrouver dans son appartement, dans le siphon de l'évier où il avait nettoyé ce fameux jean, on a pu retrouver dans le siphon de l'eau qui contenait des traces d'ADN d'une des gamines. Alors, ça n'en faisait pas encore une fois de coupable, mais d'une certaine manière. Bon, ça explique un petit peu à quel point notre métier est technique. Alors, en quoi est-ce que la presse Pardon? Mais en quoi est-ce que la presse intervient là-dedans? Mais parce qu'à ce moment-là, c'est une enquête qui passionnait, qui tenait en haleine tout le pays. Et la presse mettait beaucoup de pression. Ça veut dire qu'elle demandait beaucoup. Alors comment ils font, les journalistes, pour avoir des informations? C'est vrai ça, comment ils font? Alors, je vais parler bouche tes oreilles, évidemment, parce que tu ne vas pas être content. Mais ce qu'ils font, ils ont des techniques d'enquête qui sont assez basiques, mais assez efficaces. Ils font comment? Ils ont une liste, évidemment, de gens qu'ils connaissent, bien, peu ou prou, des gens dans la police, des gens dans la magistrature, des gens haut placés, des petites gens, dans les scientifiques, parce que vous savez, voilà, il y a une analyse ADN. C'est quoi le cheminement d'une analyse ADN? Il y a le spécialiste qui va la faire, et puis il y a aussi des administratifs autour.
Mais bien entendu, pas en cause les administratifs qui sont autour, bien entendu. Mais ça veut dire qu'une fois que c'est communiqué aux magistrats, aux policiers, il y a toute une série de gens tout autour qui sont au courant. Donc forcément, dans ces gens, l'idéal pour lui, c'est de trouver une qui va peut-être dire une petite chose. Alors la technique de base, c'est dire, bon, alors voilà, il me téléphone et il dit, voilà, je suis au courant de ça, hein, donc ça, c'est pas la peine de me confirmer, mais donc si je ne bronche pas, c'est une confirmation. Si je dis, ça va la tête, mais non, pas du tout, c'est pas comme ça que ça va. Il dit, oula, là, je me suis un peu trompé. Je ne dis pas que lui fait comme ça, mais la plupart des journalistes, qui sont en plus des gens qu'on connaît, bien ou mal, et dans certains cas, nous sommes des amis, forcément. Et alors, ça explique un petit peu l'univers dans lequel ça se passe. Un petit mot sur l'avancée scientifique aussi. Il faut savoir que, et là, et l'avocate qui est là, et la presse, je crois, ne va pas me contredire, autrefois, les experts, c'était parole d'évangile. Autrefois, les experts, un expert en balistique, par exemple, quand il venait développer une théorie, personne n'imaginait une fraction de seconde de contredire ou de contrer ce qu'il pouvait dire. Aujourd'hui, oh là là, c'est très différent. Et justement, ces avancées, notamment Internet et cet accès que tout le monde peut avoir sur un certain nombre de données, y compris assez sophistiquées et complexes, ne facilite... Si, c'est une bonne chose, c'est une très bonne chose parce que c'est aussi une manière d'être obligé d'être extrêmement attentif parce que je peux vous dire que dans ma carrière, je ne sais pas si Gilbert Hill va me confirmer ce que je dis, mais je peux vous dire que dans certains cas, certains experts ou pseudo-experts ont pu dire quand même certaines âneries. Aujourd'hui, ça, je peux vous dire que... Ça, je ne parle pas des experts officiels, genre médecins légistes, évidemment, qui sont cadrés par la loi. En ce qui concerne les histoires qu'on traite, nous, il y a eu, vous vous en rappellerez peut-être, le 13 décembre 2012, nous avons eu une fusillade extrêmement violente sur la place Saint-Lambert à Liège. La place Saint-Lambert, c'est la place centrale de Liège, au pied du palais de justice. Ce qui se passe, c'est un type, pour une raison qui reste inexpliquée, qui jette 6 grenades et puis qui, à l'herbe d'armes de guerre, commence à mitrailler la foule qui se trouve là. Il y a 4 morts, et puis il y a un certain nombre de blessés, une quarantaine de blessés, et puis à peu près 200 personnes, dans notre jargon, on appelle ça des impliqués, c'est-à-dire qui ont été marqués, traumatisés, qu'il a fallu d'une manière prendre en charge et qui se sont positionnés en tant que victimes. Ça, c'est une enquête extrêmement difficile. Mais jusque-là, la presse est restée quand même assez correcte, très correcte. C'est un fait divers majeur. C'est un fait divers important qui a intéressé toute l'Europe parce que des fusillades comme ça, des serial killers comme ça, c'est assez rare. Enfin, c'est plutôt un tueur de masse qu'un serial killer. Il se trouve que c'est une situation complètement apocalyptique. Il faut imaginer la scène avec beaucoup de gens qui courent dans tous les coins. Il a fallu à peu près 2 heures pour que les services de police et le poste de commandement comprennent ce qui s'est passé. En définitive, il y avait une seule personne, un certain Amrani d'origine arabe, et dans le contexte évidemment musulman pratiquant, et dans le contexte évidemment, on imagine bien ce que les réseaux sociaux peuvent commencer à véhiculer dans toutes les directions. Mais quand même, l'enquête doit déterminer qui a fait ça, pourquoi. Il s'est tué, voyant qu'il s'était blessé lui-même avec une grenade, il s'est suicidé sans qu'il y ait de contestation possible sur les raisons, sur le fait qu'il soit suicidé. Mais la question est-ce qu'il est instrumentalisé par quelqu'un? La question est-ce qu'il a des complices? Parce que des armes de guerre, des grenades, on ne trouve pas ça comme ça. Mais là, donc, il y a une enquête assez sophistiquée qui s'est faite. On a monté une cellule d'enquête avec différents services. L'enquête qui a abouti au fait qu'en définitive, il était bel et bien seul, mais où la presse a commencé à pousser fort, et notamment suite à la pression des parties civiles, c'est-à-dire les blessés et les décédés, c'est qu'il avait une compagne, et en repensant à ça tout à l'heure, je pensais à la chanson de Brassens. Elle s'appelait Hélène, et je pensais à la chanson de Brassens, les 3 capitaines qu'il avait trouvé vilaine. Et cette fille-là, qui est une fille qui avait fait des études malgré tout, mais qui était une fille qui n'avait jamais eu beaucoup de succès auprès des garçons, et quelques années avant, ce type-là, qui était quand même un repris de justice, fille de bonne famille, elle, papa notaire, enfin bon voilà, et s'est attaché à elle, et elle est devenue une femme dépendante et soumise, totalement dépendante et soumise, comme on trouve parfois. Notez bien que ça arrive aussi chez les garçons. Ça arrive, oui, maintenant c'est plutôt les garçons qui sont soumis aux femmes, quelques femmes, enfin voilà. Et donc, elle a toujours été tenue, toujours à l'écart
de ce qui s'est passé dans les affaires de son mari, et on a pu le démontrer. Mais la presse a focalisé en disant ce n'est pas normal, une fille qui a fait des études, une fille qui forcément elle est au courant, et forcément. Et cette fille était clouée au pilori par, d'une certaine manière, la presse, surtout locale. Et vous n'imaginez pas, vous imaginez facilement, je pense, l'enfer qui est celle de cette fille aujourd'hui. Alors, c'est vrai que dans la presse, on a des potes, des journalistes, il y en a comme dans tous les métiers, des bons, mais bien entendu, il y a des flibustiers aussi, hein, c'est clair. Et puis, il y a des gens qui pratiquent le cynisme absolu, mais ce n'est pas la majorité du genre, je pense, tant s'en faut, mais ça existe. Et même dans les gens, alors je vous raconte une histoire, il n'y a pas tellement longtemps, il y a un fait divers assez banal à Liège, une affaire criminelle comme il y en a beaucoup, et un type, journaliste dans la presse populaire locale, qui me dit, tiens, voilà, il y a ça, est-ce que je peux en parler? Et je lui dis, écoute, non, fais-moi plaisir, attends demain, parce qu'aujourd'hui, pour des raisons d'enquête, pour éviter que ce sujet-là, mais attends demain. Il sort quand même le titre, gros titre, il fait un scoop avec l'élément qu'il avait recueilli. Et alors, je n'étais pas content parce que ça avait contrarié quand même largement l'enquête. Et alors, je lui téléphone, je lui dis, mais pourquoi tu as fait ça? Et il m'a dit, tu n'as aucune idée, mais mon rédacteur chef est content. Grâce à ça, on a pu vendre autant de journaux en plus en kiosque, parce que, voilà, donc c'est vrai que la presse se fait une concurrence rude, et quelquefois ça arrive. Ce n'est pas évidemment la majorité des cas, mais ça arrive. Alors, on parlait de la manipulation. Manipulation, je peux vous dire... Ah oui, voilà, oui, ça, alors, je la fais très courte. J'ai connu un exemple très précis de manipulation. C'est dans l'affaire Julie et Mélissa. Nous sommes, il y a 20 ans, c'est avant la réforme des polices en Belgique, dont vous avez peut-être entendu parler, où un service de police, en l'occurrence la gendarmerie, et je ne dis plus de mal aujourd'hui puisqu'il y a prescription et que de toute façon ces services-là ont été fusionnés dans des bonnes conditions maintenant, mais je peux vous dire qu'à l'époque, il y avait une guerre extrêmement... Je ne vais pas dire une guerre à la Olivier Marchal, ce n'est pas comme ça que ça se passait, mais c'est une guerre de manipulation et notamment de communiquer. Et la gendarmerie belge, à l'époque, qui a une tonalité très différente de la gendarmerie française, il faut le dire. La gendarmerie belge, qui est une force armée également, prétendait détenir la vérité universelle, notamment sur la pertinence de diriger l'enquête et de passer au-dessus des juges d'instruction et au-dessus des magistrats. Et c'est là, évidemment, que le danger peut venir. Et alors, où est la manipulation? C'est qu'eux ont commencé à bombarder de communiqués de presse une série d'organes de presse et qui, évidemment, ont pris ça comme pain béni, et heureusement, puisque ça leur permet, bien entendu, de remplir les colonnes. Et là, à cette époque-là, on a quand même vu de manière très claire que ça peut arriver. Maintenant, le cadre juridique l'empêche totalement. Et alors, puisque le président me reprend, bon, je vais vite terminer. Et pour venir sur une affaire, la semaine prochaine, que très prochainement va être jugée en Belgique, c'est une histoire assez emblématique et très médiatisée, c'est l'affaire Westphal. Alors, là, je n'ai pas le droit de parler de ça, bien entendu, mais en deux mots, on est entre nous. Et enfin, j'espère... Et donc, Westphal est un homme politique, un député fédéral, donc c'est un parlementaire belge qui est accusé d'avoir tué à Ostende, dans la partie du nord du pays, son épouse. Alors, c'est une histoire un peu une énigme parce qu'il est établi de manière claire et sans équivoque que après une soirée très arrosée, on retrouve la femme à l'état de cadavre, porteur, semble-t-il, d'un certain nombre de marques de violence. Ils ne sont que deux dans la chambre. À partir de là, il y a un certain nombre d'études sophistiquées qui ont été faites pour voir, tiens, voilà, et la médecine légale semble, moi je n'ai pas eu accès au dossier puisque ça ne se passe pas chez moi, mais semble démontrer qu'il y a eu intervention d'un tiers. Donc comme ils sont deux, intervention d'un tiers, c'est forcément lui, il s'en défend. Et là, où je viens en plein dans notre sujet, c'est qu'il y a une bataille avec les deux avocats. Alors, il y a ce sont deux ténors du barreau belge, francophone. Il y en a un qui plaide énormément à Bruxelles et à Charleroi et à Mons. L'autre, c'est beaucoup Liège et Charleroi. Il y en a un qui représente la partie civile, donc qui représente les intérêts de la décédée, et l'autre... Et alors,
où se situe l'éventuelle manipulation, ou en tout cas ce qui se passe, c'est que ça se passe sur le trottoir. Mieux que ça, il y en a un qui est très ami avec une journaliste d'RTL, là je ne trahis rien, parce que voilà, et donc, lorsque on écoute le reportage d'RTL, tout le monde, moi compris, si on regarde comme premier degré, comme spectateur basique, il est évident que Westphal est coupable. Il n'y a pas de doute. En face, il y a eu la contre-émission par l'organe officiel, la RTB, qui, somme toute, fait et cause avec toute une série d'éléments concrets, précis, pour Westphal. Et là, quand on écoute ça, on dit, bah, c'est évident, il est innocent. Pourquoi est-ce qu'on cherche des noirs à ce gars-là? Et donc, est-ce que c'est sain ou pas? Mais là, ce n'est pas à moi de répondre à ça. Que la presse fasse le procès, en définitive, avant ça. Et là, c'est évidemment une manière, je pense, pour les avocats, de conditionner l'opinion publique. Évidemment, ça va être le procès de la rentrée, voilà, qui va être hautement médiatisé. Et voilà, donc, pardon d'avoir dépassé le temps de parole, si c'est le cas. Merci. 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 Merci François Périlleux d'avoir de nouveau décrit à travers des faits très concrets votre travail quotidien et vos rapports avec la presse. Alors j'ai quand même noté une phrase sur la loi Franchimont en l'an 2000, et depuis la loi Franchimont, les policiers belges sont muets comme des carpes, ne déjeunent plus jamais avec un journaliste, il n'y a plus jamais aucune fuite. Tout est verrouillé par le parquet, hein, voilà, comme en France. Hein, voilà. Merci.